Il est l'un des avocats peut-être les plus connus du Burkina Faso. Il apporte sa contribution actuellement pour le compte des parties civiles au niveau du procès sur le coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso. Il est par ailleurs membre d'une organisation de la société civile importante au Burkina qui est le Balai Citoyen. Il en est même du reste le porte-parole. L'avocat, Maître Guy Hervé Kam, est avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Le Grand Déballage. Avec plaisir, nous lui déroulons donc le tapis rouge. Bonsoir Maître. Bonsoir, M. Drago. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez un agenda assez souple ou très complexe actuellement depuis que vous êtes dans ce procès du coup d'État de septembre 2015? Je dois dire que depuis que le procès est rentré dans sa phase la plus concrète, qui est l'audition des parties, on a quand même un agenda très chargé puisque nos cabinets doivent continuer à fonctionner pendant ce temps et que aussi les autres aspects de la vie, notamment dans le cadre des mouvements auxquels nous sommes membres, continuent aussi à vivre. Donc l'un dans l'autre, ça fait donc un programme très chargé du point de vue familial et tout ça, c'est pas facile. Et si on parlait du procès rapidement, dites-nous, vous avez combien, le dossier en lui-même fait combien de pages? Est-ce qu'il faut le lire régulièrement? Est-ce que c'est ça qui fait la complexité du document actuellement de ce procès-là? Oui, on ne le lit pas comme un roman, certainement, mais il faut connaître son dossier, il faut identifier les problèmes, identifier les pièces dans le dossier qui permettent soit de poser les problèmes, soit de résoudre les problèmes, et puis être prêt à réagir aux situations imprévues. On est dans une affaire pénale, et donc c'est l'oralité. Les gens discutent, on vous dit des choses qui ne sont pas dans le dossier. On peut même produire de nouvelles pièces qui ne sont pas dans le dossier et vous devez pouvoir le rattacher au dossier. Parce que nous, en tant que partie civile, qui contribuons à la manifestation donc, de la vérité, on doit pouvoir rattacher tout ce qui s'est dit aux éléments du dossier, soit pour prouver, soit pour déconstruire. À partir de ce moment-là, la connaissance des 15 000 pages à peu près du dossier doit être totale. Et après, il faut se souvenir que ça existe, que telle chose a été dite, quel moment, ainsi de suite, et pouvoir l'avoir aussi, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on amène les 5 000 pages à l'audience, donc ça se prépare, on doit pouvoir anticiper les 15 000, je disais. Voilà, 15 000 pages, c'est énorme. Est-ce que là, on ne se trouve pas souvent dans une situation avec des petits pièges dans le document qui peuvent vous empêcher éventuellement d'aller au fond de ce procès et pouvoir faire éclater la vérité auprès des citoyens burkinabés? Non, en fait, il faut reconnaître aussi que ce dossier n'a pas la complexité en fait, qu'on lui donne. On a 15 000 pages, d'accord, mais les infractions qui sont en cause sont des infractions qui ne sont pas aussi complexes à identifier. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu un attentat à la sûreté de l'État? La réponse est oui, sans qu'on ne regarde le dossier. Maintenant, il y a des éléments du dossier qui peuvent permettre d'établir des responsabilités individuelle. C'est ça toute la complexité, parce qu'en droit pénal, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Donc pour chacun des 84 accusés, il faut pouvoir rattacher la participation à une infraction donnée. Et ça, c'est à partir donc des pièces du dossier qui sont là, et aussi des nouvelles pièces que chaque partie peut apporter dès maintenant et le mettre dans le débat. Alors, on a envie de vous poser la question en tant qu'avocat. Est-ce que vous avez des sentiments particuliers en vous retrouvant aujourd'hui du côté des parties civiles dans un tel dossier aussi sensible lié à des vies humaines qui ont été perdues en 2015, mais également des personnes qui ont été blessées et les résultats qui sont obtenus au quotidien, avec notamment le désespoir pour toutes les personnes qui attendaient énormément de ce procès-là? Écoutez, le désespoir, il n'est pas du point de vue, en fait, de la responsabilité pénale des personnes qui sont poursuivies. On a l'impression que les personnes qui sont poursuivies vous infantilisent pratiquement pendant ce procès. Je vous explique. J'ai dit, le désespoir, il n'est pas de ce point de vue-là. Parce que de toute façon, la procédure permettra de savoir qui a fait quoi. Moi, je pense que le plus grand désespoir qu'on peut avoir, c'est de voir que ce procès implique sur les 84 victimes à peu près 70 militaires, dont des officiers, et de voir que pour une infraction quasi publique, comme Maître Farama l'a dit, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Des gens viennent
contredire ce qu'ils ont dit, contredire l'évidence et de surcroît des officiers généraux. Je pense que c'est ça, en fait, la déception. Donc, la déception, elle est moins du point de vue procédural que du point de vue même de l'image du Burkinabé, pays des hommes intègres. Moi, j'ai toujours pensé que quand on est Burkinabé, on doit pouvoir s'assumer. Chacun de nous peut faire... Mais est-ce que c'est tout le monde qui est intègre? Parce que le galon, il est un fait. On sait que les généraux, généralement, c'est des bonifications. C'est pas tous les bons actes loyaux qu'on a eu à faire. Non, mais ça ne devrait pas être ça. Oui. Moi, j'ai dit, même si on vous prend du néant aujourd'hui et qu'on vous donne le grade de général, il faut que vous habitez la peau de général. Je pense que les officiers ont un code de conduite. On a l'impression que vous avez été séduit par les galons de généraux, finalement, alors que ça ne devrait pas l'être. Bon, j'ai dit, chacun, écoutez, chacun est marqué aussi par sa vie. Oui. Moi, je suis né dans un camp militaire parce que mon père était militaire. Donc, j'ai vu ce que c'est que l'armée en ce moment-là, l'honneur d'être militaire. Et quand je ne retrouve pas ça, humainement, je dois quand même le sortir. En plus, les militaires ont quand même un code d'honneur, même au Burkina, que j'ai lu. Et dans ce code d'honneur, on dit que le militaire doit tenir toujours sa parole. Le militaire doit être droit. Le militaire, il y a vraiment de véritables valeurs qu'on ne retrouve pas malheureusement dans ce procès-là. Et ça reste quand même un goût d'inachevé. Le deuxième élément, c'est que on a quand même des accusés qui ne sont pas dans une démarche d'apaisement. Parce que pour moi, lorsque vous êtes dans une démarche de réconciliation, le procès est une occasion de dire la vérité. Quand un officier vous dit « je demande pardon » et vous dit en même temps qu'il n'a rien fait, mais au fond il demande pardon, pourquoi? Soit le pardon n'est pas sincère. Donc selon vous c'est simple, et qui s'excuse s'accuse. Oui, mais moi je trouve même que ce n'est pas ça, on peut inverser. Oui. Je trouve que c'est tout simplement en fait méprisant que de dire « je demande pardon mais je n'ai rien fait ». Franchement, si vous êtes un parent de victime et que quelqu'un vous dit « franchement, je demande pardon, mais ce n'est pas moi qui ai tué votre fils », vous dites quoi? Mais pourquoi donc il me demande pardon? Il se fout de moi ou quoi? Donc, il y a quand même ça aussi de ce point de vue-là. Moi, je suis avocat de victime, mais je me mets à la place de ceux qui ont perdu des gens. Je me mets à la place, par exemple, des parents de ce jeune homme qui jouait au football quand il prend une balle dans la tête et qui veulent comprendre et à qui on dit « j'ai rien fait, mais pardonnez-moi ». Il y a un problème quand même. Alors, parlant toujours de ce procès, on a l'impression que vous, avocat aujourd'hui, vous qui défendez les familles des victimes, vous êtes infantilisé au niveau des éléments de réponse. Vous êtes même souvent à la limite nargué par toutes les personnes qui sont face à vous quand on regarde les témoignages, les propos qui sont rapportés. Chaque jour qui passe est une désillusion finalement. Non, pas de désillusion. En réalité, pour nous, avocats, pas de désillusion. Parce que nous, le plus important pour nous... Ce n'est pas ce qui ressort de vos constats. Parce qu'il y a des moments aussi, quand on vous écoute, on a l'impression que vous sortez insatisfait des réponses qui vous sont données. Quand vous dites de nos constats, je ne sais pas de quoi vous parlez. Parce que les commentaires, les interviews que vous donnez généralement à la fin des différentes audiences. Mais non, sincèrement, je pense que du point de vue du droit, nous, on n'a absolument aucun problème. Parce que ce qui se passe dans le dossier est que pour la plupart des accusés, les faits qui leur sont reprochés, pour nous, en tout cas en attendant la décision du juge, ont été établis au-delà de tout doute raisonnable dans le débat. Lorsque vous interrogez quelqu'un sur son implication dans un coup d'État et qu'il dit, s'il y a eu coup d'État, c'est parce que le président Kafando n'a pas respecté ses engagements. S'il y a eu coup d'État, c'est parce que Zida a voulu faire un coup d'État. D'accord, soit. Mais il ne vous dit pas, je n'ai pas fait un coup d'État. Il ne vous dit pas, je ne suis pas impliqué à un coup d'État. Donc nous, avocats, qu'est-ce qu'on considère? On considère que sur cette question, il n'y a pas de discussion, en attendant donc que le juge rende la décision. Donc, si on est déçu, ce que je dis, ce n'est pas du point de vue du déroulement du procès, de l'établissement de la responsabilité individuelle des accusés. Si on est déçu, c'est parce qu'on est burkinabé et qu'on avait toujours pensé... On a l'impression que l'avocat que vous êtes là, vous les avez déjà condamnés même avant de les juger. Parce que quand on vous suit au fur et à mesure, vous les condamnez même avant que le juge ne rende son verdict. Non, que je dise. Quand vous parlez, vous dites que la responsabilité est déjà établie et tout. Non, que je dise qu'en tant qu'avocat, la connaissance du dossier que j'ai
Ils ne peuvent pas être disculpés. Ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'échappatoire selon vous. Écoutez, en droit pénal, il y a des éléments constitutifs. Il y a ce qu'on appelle l'élément légal. Le fait que vous avez posé, l'acte que vous avez posé, est-ce que la loi réprime ça? Pour leur cas, oui, la loi réprime et ça a été résumé dans un certain nombre d'infractions. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'élément matériel. Est-ce que X ou Y qui est poursuivi a commis tel élément matériel? Pour beaucoup, le procès et le dossier a permis de montrer qu'il a commis l'élément matériel. Dans certains cas, il y a ce qu'on appelle l'élément intentionnel. Est-ce que l'accusé a agi en connaissance de cause? Pour ces cas-là, pour nous, au regard du débat et du dossier, la réponse est oui. Donc, le juriste que je suis considère que pour ces personnes-là, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont reprochées sont établis. Maintenant, le juge doit dire la décision. Il peut dire oui, c'est établi ou pas en donnant ses raisons. C'est ça qui va faire foi. Mais comme je l'ai dit, dans le procès, il y a la vérité du juge, qui est vraie parce que le juge l'a dit, mais qui n'est pas forcément vraie parce que c'est la vérité. Moi, j'ai dit la vérité de la partie civile. La vérité de la partie civile selon donc vous. Alors, le plus attendu était le général Gilbert Diendéré. Quand on voit les différents éléments de réponse qu'il apporte, on a l'impression que finalement, il n'est pas coupable de quelque chose. En tout cas, il n'a pas reconnu les faits à lui reprocher. Oui, c'est toute l'ambiguïté du général Diendéré qui dit j'assume le coup d'État, mais il dit après, j'ai pas planifié, j'ai pas organisé, j'ai pas exécuté. Donc, au fond, on ne sait pas, en réalité, ce qu'il a fait. Il n'a rien fait. Est-ce que vous le trouvez ridicule, à la limite, de par sa manière de se comporter? Franchement, pour n'importe quel Burkinabé moyennement doué de raison, moi, j'aurais trouvé le comportement ridicule. Mais pour un officier général, là, franchement, je me dis, les officiers généraux du Burkina, quand ils regardent ça, ils doivent avoir honte. Ah, vous êtes tellement charmé par le grade de général que vous en parlez à n'en pas finir. Oui, moi j'ai un respect pour la tenue. Je crois que quand même, j'aurais peut-être le même comportement pour un juge, enfin le même sentiment pour un juge. Quand on est magistrat, on n'est pas n'importe qui. Quand on est général, on n'est pas quand on est officier supérieur, officier général, on n'est pas n'importe qui. Et je pense d'ailleurs que dans notre pays, c'est ça qui pose problème. Il y a certaines fonctions, ceux qui les exercent doivent habiter la fonction. Comme je l'ai dit, lorsque par exemple le général Diendéré fait des déclarations à la gendarmerie, après il dit non, à la gendarmerie, le contexte, il y avait eu les bombardements, donc j'étais influencé par le contexte. Donc un général nous dit que des bruits de balles ont fait que lui, il a pu dire des choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est très grave. Mais est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles ces aveux ont été faits? Est-ce que vous pensez que toutes les normes ont été respectées, leurs droits ont été respectés, entre autres? Mais vous ne rentrez pas dans ce débat. Dans le dossier, oui. Dans le dossier, on a posé la question au général, est-ce que vous avez été torturé? Il a dit non. Donc, on peut considérer que ses droits ont été respectés. La seule chose qu'il dit, l'influence, ce n'est pas ce qu'il a subi à la gendarmerie. Parce que là-bas, il dit qu'il a été bien traité. L'influence, c'est parce qu'il a été touché moralement par le bombardement du camp. Un général est touché moralement parce qu'on a bombardé. Heureusement que ce n'était pas au front, parce que sinon peut-être qu'il va fuir, laisser sa troupe. Alors le cas de Diendéré aujourd'hui est le plus emblématique de tout ce qu'on a pu entendre depuis le début, des auditions, des PV qui sont rejetés par la plupart des accusés. On a l'impression finalement que c'est un procès qui ne nous avance pas à grand-chose. C'est un procès qui peut être perçu par le commun du mortel comme n'avançant pas à grand-chose. Mais, comme je l'ai souvent dit, quand on fait une remontée dans ce type de procès, on a quasiment les mêmes comportements. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Par rapport au général, je disais que ça m'a fait penser à un procès qui s'était tenu en Allemagne en 1916. À Nuremberg, hein? Non, pas à Nuremberg, c'était déjà avant. Pas le procès de Nuremberg. Là, on est en 1916, où c'était des activistes allemands qui avaient été taxés de communisme, donc qui étaient poursuivis. Et donc,
le Karl qui était poursuivi, il dit « Je suis là pour accuser et non pour me défendre ». Parce que pour lui, le procès était une occasion pour faire la propagande de ses idées. Et c'est le contexte. Vous Vous pensez qu'on est dans la même dynamique on est un peu dans ce schéma-là. Et ça n'a pas changé. Et ça vous désole en tant qu'avocat de voir que les gens refusent de s'assumer, de reconnaître les faits qui leur sont reprochés? Non, l'accusé n'est pas obligé de reconnaître les faits. L'accusé n'est pas obligé de participer à son inculpation. Mais vous avez lâché un mot, respecter la mémoire des victimes. Non, quand je dis respecter la mémoire des victimes, Oui. je ne dis pas aux accusés de dire la vérité. Mais quand on me dit que au tribunal, on a refusé une pièce qui peut établir que les victimes ont été utilisées comme bouclier humain. Donc, qu'il y a d'autres personnes qui sont à l'occasion de ces morts-là et qu'on cache aux victimes et que son souhait, son vœu en produisant la pièce est que les victimes sachent enfin la vérité. Quand on dit ça, alors que les personnes décédées sont tous décédés dans des endroits différents, certains sur un terrain de foot comme le jeune, d'autres sur leur moto en circulation, d'autres devant leur porte. Quand on sait ça et qu'on dit ça, moi je me dis, attention, là on veut utiliser les victimes pour se défendre. Les victimes qu'on a utilisées, donc qu'on a tuées pour avoir le pouvoir, maintenant on les utilise pour se défendre. Et ça c'est indécent, parce que matériellement ce n'est pas vrai. En plus, la pièce on vous produit est une pièce datée du 20. Toutes les victimes 20 septembre 2015. Précision importante. Or, les victimes sont décédées avant cette date. Donc, à supposer même, ce qui est inimaginable, à supposer même que la pièce soit vraie, ça ne peut pas établir ce qu'il dit. Ça me renvoie toujours au même constat, on vous infantilise finalement, parce que quand vous arrivez, vous venez pour un procès sérieux, quand vous sort des accusations ou encore des éléments de preuve de cette nature, c'est à la limite si on ne se fout pas un peu de vous, permettez-moi l'expression. Peut-être du tribunal, pas de nous, parce qu'au fond, nous, on a une partie... C'est vous qui êtes nargué publiquement finalement, vous qui défendez les parties civiles. Nous, on ne le sent pas comme ça. Nous, on le sent comme un manque de respect vis-à-vis du tribunal. Mais comme je l'ai dit, c'est leur droit. Ils peuvent se défendre par tout moyen, y compris par le mensonge, y compris par la manipulation. Mais est-ce que... Oui, allez-y, terminez. Voilà, mais ce que je dis, c'est en raison de la personnalité des accusés qu'on peut se gêner. Sinon, si on part prendre mon cousin Tartampion au village, on dit qu'il a volé et qu'il vient, il essaie de mentir, bon, je ne serai pas d'accord avec lui, mais je le comprendrai. Mais quand on est quand même à un certain niveau de responsabilité, je pense qu'on doit quand même pouvoir rester digne en toute occasion. Avec un procès où d'énormes personnes sont citées qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont pas au niveau du box des accusés, est-ce qu'on peut avancer à quelque chose? Je pense notamment à la hiérarchie militaire, policière et au niveau de la gendarmerie qui était en activité en cette période. Yacouba Isaac Zida également qui n'est pas là. Est-ce que Diendéré n'a pas en partie raison sur ces aspects-là? Mais c'est ça, je dis, c'est ça en fait l'incroyable talent de la défense. Parce qu'il y a beaucoup d'accusés qui l'ont dit, ce n'est pas le général Diendéré seulement. Alors, voici des accusés qui, au lieu de se défendre, disent oui, j'ai fait, mais je ne suis pas seul, l'autre il doit venir. Mais si c'est comme... Mais c'est son droit le plus absolu. Non, c'est son droit le plus absolu de le dire. Mais ce n'est pas, mais c'est le droit aussi de tout le monde de dire qu'on n'est pas là pour ça. Voyez-vous, moi je suis avocat, excusez-moi, moi je suis avocat, je vais au tribunal. J'ai des clients qui sont des voleurs. J'ai des clients qui ont fait la bagarre. Comme tous les avocats du Burkina. Avez-vous entendu dire un avocat, puisque vous n'avez pas arrêté tous les voleurs, libérez aussi mon client? Non, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la justice a entendu un certain nombre de personnes. Je parle de la hiérarchie militaire, qu'elle a décidé de citer comme témoin et non comme accusé. Pourquoi la défense présage-t-elle que forcément, parce qu'elle estime que ces gens-là sont coupables, qu'ils le sont?
Pourquoi? Mais pourquoi ne pas les entendre pour que ça puisse contribuer? Ils ont été entendus. Ils vont être entendus. Mais oui, il faut qu'ils viennent également apporter leur contribution. Ils sont cités comme témoins par le parquet. Donc, ils vont venir. Mais attendez, le procès a commencé depuis février. Le général Bassolé, c'est hier qu'il a commencé à être entendu. Pourquoi avant on ne disait pas de l'entendre? Il y a un ordre. La hiérarchie militaire a été citée comme témoin. Elle comparaîtra. La partie civile, la défense, le procureur, le tribunal, tout le monde les interrogera. Mais pourquoi on veut donc qu'on les entende? Je ne sais pas. Est-ce qu'on voulait qu'on les entende au début du procès, alors que la loi prévoit qu'on interroge d'abord les accusés avant de passer aux témoins et aux pièces à conviction? La procédure, c'est la procédure. Donc c'est une fuite en avant? Ben oui. Une fuite en avant ou quelque chose de si négligeable dans la tenue du procès pour vous? En fait, c'est cet argument qu'avance régulièrement la défense. En fait, pour nous, c'est une stratégie de défense que nous avons qualifiée dès le début de ce procès de défense de la rupture. Et cette défense-là, elle est utilisée par des accusés qui savent que sur le plan matériel, leur implication, leur culpabilité est évidente. Quand c'est comme ça, on ne se défend plus. On cherche à décrédibiliser la justice, à décrédibiliser la procédure. Et ça, souvent, ils s'énervent quand on le dit, mais ce n'est pas nous. C'est l'histoire de la justice qui le montre. Que dans la plupart où les gens n'ont pas de défense sur les faits, eh bien, ils s'engagent dans une défense qui consiste donc à décrédibiliser la justice. Et tous les grands criminels procèdent comme ça. Aujourd'hui, on a vu Mohamed Nera. Donc il fait partie des grands criminels. Il mène une défense qui est propre, qui est la stratégie de tous les grands criminels. Maintenant, le juge nous dira si ils sont des criminels ou pas. Mais nous, en tant que partie civile, eh bien, puisqu'ils sont poursuivis pour des crimes, ils sont des criminels. Est-ce un procès de règlement de compte? Yacouba Isaac Zida cité pratiquement par toutes les personnes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est des problèmes de personnes qui ont débouché sur ce coup d'État? Ça semble évident, le général le dit. Si on n'avait pas fait le coup d'État... Avec des si, on mettrait pas en bouteille, on pourrait le dire. Si on n'avait pas fait le coup d'État, Zida aurait fait un coup d'État et peut-être que... Ça vous a fait sourire. Vous vous êtes demandé, mais comment allait-il procéder éventuellement? Non, mais ça fait partie de ces éléments ridicules. Donc, voyez-vous, le même général, ils ont tué Sankara, ils ont dit quoi? S'ils ne l'avaient pas tué à 16h, à 20h, il y aurait eu le complot de 20h. C'est bien ça. Quand, le 19 septembre 89, on arrête Lengani et puis Henri Zongo, ils allaient faire un coup d'État. Il fallait les dévancer. On est d'accord? Donc, cette fois-ci, là encore, il fallait faire un coup d'État pour que Zida n'en fasse pas. Sauf que le complot de 20h n'a jamais été établi. La tentative de coup d'État de Lengani et Zongo n'a jamais été établie. La tentative de coup d'État de Zida n'a jamais été établie. À partir de ce moment, bon, quand même, pour des gens qui connaissent l'histoire de ce pays-là, on peut bien dire que, voilà, comme on dit, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Alors, peut-être l'une des grandes surprises pour vous, Maître Hervé Kam, ça a été donc ces différentes révélations liées à votre personne et à votre organisation. 100 millions de francs CFA. Ce ne sont pas des révélations. Enfin, ce sont des accusations. Des accusations. Alors, parce que les révélations supposent que c'est des faits vrais qu'on porte à la connaissance. Donc, ce ne sont pas des révélations. Alors, vous, aujourd'hui, Damis, le journaliste qui est poursuivi également, a clairement déclaré que vous avez reçu 100 millions. Gilbert Diendéré qui vient confirmer encore les dires du journaliste. À ce niveau-là, est-ce une manière pour vous, est-ce qu'une manière pour ces deux-là de vous décrédibiliser ou encore d'enfoncer le mouvement Le Balai Citoyen et vous jeter à la face de l'opinion comme un malpropre qui va défendre des partis civils? D'abord, ils sont là pour se défendre, en principe. Mais eux ne sont pas là pour se défendre. Ils sont là pour accuser. Sauf que, personnellement, ce qui m'a étonné, mais vraiment, dans ces affaires, c'est le fait que j'ai senti quand même que lorsque Damis le dit, et après, lorsque Diendéré le reprend, que ça intéressait la population, les gens en parlaient. Mais les Burkinabés veulent comprendre, ils ont raison de chercher à comprendre. Non, le problème, c'est que ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais ils sont si précis sur les montants tout de même. Non, ils sont pas. Ils disent 100 millions, comme ils auraient pu dire 200 millions, comme ils auraient pu dire 300, comme ils auraient pu dire 50 millions. Et ce n'est pas nouveau. Les mêmes, en 2015, on dit eux-mêmes
que mon cabinet avait reçu 500 millions. Sans que je ne dise mot, ils ont fait barca, si on peut le dire ainsi. Ils sont venus dire que c'était X millions. Quand Damis il vient, il parle de 100 millions. Diendéré il vient, il parle de 100 millions. Après, il parle de 50 millions. Non, en fait, il donne des montants. Donc, un peu comme à la loterie, quoi, quelque chose comme ça. Ce qui vient à la tête, ils le disent. Sauf que ces accusations contre ma personne ou contre le mouvement, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont commencé, d'ailleurs, même sous la transition. Sous la transition, elles ont commencé. Et curieusement, ce sont des gens du RSP qui, à un moment, ont dit, voilà, lors d'un mouvement, je ne me rappelle plus lequel, ils sont même allés devant, ils ont publié sur les pages, ils sont allés devant les médias pour dire qu'ils ont des preuves qu'il y avait des détournements importants. Il a parlé d'un officier à qui vous vous êtes adressé en disant, nous, on cherche à manger, je le cite. Non, mais c'est ridicule. Pour qui me connaît, quand même, que j'appelle quelqu'un pour dire, je cherche à manger, bon, je pense que c'est quand même ridicule. Franchement, moi, je dis que je cherche à manger. Peut-être que je cherche autre chose, mais Dieu merci, pour l'instant, franchement, j'ai à manger, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est ridicule de dire ça. Je ne sais pas à quel officier j'aurais pu dire ça. Et puis, voyez-vous, ça traduit un état d'esprit. Dans un coup d'État, pendant qu'on est dans un coup d'État, le pays est en danger, des gens sont morts. Mais, dans l'esprit de certaines personnes, non, c'est des jeux mercantiles qui se mènent. Ceux qui, comme moi, pendant ce moment-là, ont fait 2 semaines, donc plusieurs jours sans manger, à se cacher, à tourner. Vous pensez vraiment qu'en ce moment-là, vous posez des trucs pour dire, je cherche à manger? Peut-être qu'en ce moment, on cherchait plutôt à vivre, à se battre, mais pas à manger. Donc c'est ridicule. Donc vous défiez qui peut apporter la preuve que le balai citoyen a reçu 100 millions des IDA ou encore de la transition politique. S'il y avait la moindre preuve, franchement, ce n'est pas aujourd'hui que ça serait sorti. Ça serait sorti depuis longtemps. Lorsque Damis y passe, qu'est-ce qu'il dit? Il a la preuve. Il a la preuve. Et si on le pousse à bout, il va parler. Moi, j'ai fait tout pour le pousser à bout. Malheureusement, j'ai remarqué qu'il n'avait pas de bout. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'est pas poussé à bout, puisqu'il n'a jamais lâché sa preuve, sa prétendue preuve. Mais au fond, il n'y en a pas. Deuxième élément, lorsque Diendéré il vient, lui, il ne parle plus de chèque. Il dit qu'il y a quelqu'un, un témoin, qui était là à la remise. Et il dit qu'il a les preuves aussi. Bon, il dit qu'il a les preuves, mais ça ne sort pas, il n'y en a pas. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quelqu'un à la remise de 100 millions. Voilà, moi, je ne sais pas, c'était en devise, c'était en quoi, mais franchement, 100 millions, c'est quand même un sacré paquet. Donc, il y avait quelqu'un qui était là à la remise. À la remise quand? À la remise, quand je fais le recoupement avec Damis, c'est peut-être le 31. Mais le 31, qu'est-ce qui s'est passé en secret pour que quelqu'un puisse se retourner avec l'argent? Voyez-vous, en fait, ce qui montre tout ça au fond, c'est que ceux qui font ces accusations sont formatés dans une logique qui veut que personne ne peut rien faire que pour l'argent. Donc, ils n'ont aucun élément. Hein. Leur seul élément, c'est que puisque personne ne peut rien faire que pour l'argent, si vous avez fait ça, c'est que vous avez pris l'argent. Et à ceux qui pensent que c'est vrai, en fait, dans l'opinion, il y a beaucoup qui commencent à se dire, si tout le monde en parle, peut-être que Hervé Kamé et son équipe, ils ont eu à prendre effectivement de l'argent. Bon, moi, je pense que quelqu'un qui est de bonne foi ne peut pas penser à ça. Sincèrement, si quelqu'un pense que c'est vrai, je ne peux rien faire. Monsieur Ouedraogo, si je sors de cette émission et que le premier journaliste où je m'arrête, je prends ma page Facebook, j'ai dit, j'ai payé 5 millions à Ismaël Ouedraogo pour qu'il m'invite. Je l'ai dit. Si quelqu'un vient vous demander de prouver ou de répondre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien du tout. Vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, l'accusation a le jeu facile. Vous savez, sur ces questions-là, moi, à part le fait qu'on me pose des questions, si je quitte ici quand des questions, je ne pense même pas à ça. Ça ne me préoccupe pas. Si je rentre chez moi, avec la fatigue, je dors comme un enfant. Parce que si je me mets à chercher que dire
aux gens qui pensent que j'ai pris l'argent, je pense que je ne vais pas travailler. Certains se disent, on vous a diffamé, de gros mensonges de cette nature contre un avocat. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'après ce procès, vous ouvriez ce dossier pour poursuivre ces intéressés? Non, malheureusement, juridiquement, ce n'est pas possible. La loi le dit de façon très claire. C'est écrit noir sur blanc dans la loi que les propos qu'un accusé tient à l'audience ne peuvent pas donner lieu à diffamation. Moi, en tant qu'avocat, c'est quand même le minimum que je dois savoir. Donc, je ne vais pas rentrer dans un procès qui ne peut pas, parce que les faits ne sont pas punissables. Maintenant, ça fait des années et des années que ces gens disent ça. Ces gens qui ont travaillé avec le régime Compaoré. Vous pensez que ce sont les dessus de l'insurrection qui avancent ces arguments? Non, on a l'impression je vais que dire c'est ce que quelque vous voulez chose. dire. Je vais dire quelque chose. Oui. Voyez-vous, pourquoi c'est Medcam, pourquoi c'est le balai citoyen? 100 millions, 50 millions. Mais le régime de Blaise Compaoré, s'il est parti, c'est aussi à cause des graves crimes économiques. Mais pourquoi eux, ils ne dénoncent pas ça? Pourquoi ils ne dénoncent pas les crimes économiques qui ont été commis quand ils étaient tout à côté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens ne s'en foutent, mais alors éperdument, des crimes économiques. Ça veut dire que s'ils disent ça, c'est juste pour salir quelqu'un. Mais ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas courageux. S'ils étaient courageux, ou même téméraires, comme le journaliste Issaka Lengani, ben ils allaient l'affirmer dans un contexte qui peut ouvrir droit à la contradiction. Mais voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui vous voit passer, qui vous lance des pierres et qui court se cacher. Alors, est-ce que ces différentes accusations n'affaiblissent quand même pas le mouvement, le balai citoyen? Est-ce que vos militants à la base ne se sont pas souvent choqués d'entendre tout ça? Alors, des militants, des sympathisants, des gens peuvent être choqués d'entendre ça, mais je dis choqués dans un sens positif. Mais toute personne qui dit que parce qu'on a dit ça, lui, il prend ses distances, il n'était pas convaincu. On a l'impression que vous dites que c'est une insulte pour tous ces jeunes qui se réclament du balai citoyen, qui ont mené tous ces combats pour la démocratie aujourd'hui. Exactement. Et moi, je veux vous dire une chose, malgré ces déclarations, à part ces quelques personnes qui sont assises derrière Facebook, qui racontent tout ce qu'ils veulent, nous, on mène toujours des activités sur le terrain. Et quand tu vas sur le terrain, quand tu rencontres la population, tu es ému, tu as de l'émotion, la sympathie, la confiance, l'attente que toutes ces personnes-là ont envers le mouvement, envers ta personne, tu te dis, non, je n'ai pas droit à l'erreur. Donc ça suffit largement, parce que personne ne peut me convaincre que ceux qui relaient ça, ceux qui exigent que le balai se défende, sont de bonne foi. Parce que comment tu peux te défendre? Comment tu peux te défendre quand quelqu'un vient faire une accusation gratuite sans preuve? Alors, on a même l'impression qu'au Burkina, finalement, depuis que ces accusations sortent au niveau du procès, les gens se demandent, c'est à vous de vous défendre finalement, de montrer la preuve de votre innocence par rapport à toutes ces accusations. Oui, exactement. Mais moi, quand vous dites les gens, moi je dis... Enfin, c'est ce qui s'est dit dans l'opinion. Non, ça c'est vraiment une certaine opinion très intéressée. Quand tu regardes cette opinion-là, oui, soit c'est le régime déchu qui a des comptes à régler avec le mouvement, soit c'est des amis, les putschistes et leurs amis. Donc, soit c'est des malheureux de l'insurrection. Il y a des gens qui ont participé à l'insurrection, mais qui n'avaient pas la même philosophie que nous. Il y en a qui ont participé à l'insurrection, mais c'était de haute toi que je m'y mette. Donc, pour eux, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Donc, des dividendes personnels. En ce moment, ils en veulent au balai. Donc, ils accusent le balai. Mais à part ces gens-là, si quelqu'un de raisonnable dit, puisque quelqu'un est venu dans un procès ou aller sur Facebook pour dire le balai a pris ceci, Medcam a pris ceci, sans aucune preuve, et il dit, lui il croit, il faut que ces gens-là se justifient, pour nous, cette personne-là, il faut déjà la ranger. Mais il faut le reconnaître, toutes ces accusations aussi au sein de votre famille, ce n'est pas souvent facile à gober. Peut-être la maman, votre épouse et tout votre entourage qui peut souvent... Je vous avais dit quelque chose, toujours, enfin, grand déballage. Je vais vous dire quelque chose.
Lorsque Damis il tient ses propos à l'audience, je dis, comme d'habitude, c'est rien du tout. Donc je passe à autre chose. Puis un jour, je suis assis dans mon bureau et je parle avec un ami. Et le sujet, on parle de ça. Et son fils est mon filleul. Et mon ami, il me dit, vraiment, il y a un problème parce que hier, quand les médias rendaient compte de ça, ton petit, il était là et il passait. Et quand il a entendu son nom, il s'est arrêté, il a regardé. Et après, il m'a dit, papa, donc on va juger tonton Hervé. Quand il m'a dit ça, j'ai compris que je n'étais pas seul dans cette affaire. Et c'est ce même jour, qu'assis dans mon bureau, j'ai fait le droit de réponse que j'ai envoyé à l'observateur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que oui, effectivement, ce genre d'accusation, il y a des personnes tout autour qui peut-être n'ont pas la même carapace que moi, qui en souffrent. Surtout si ces gens te connaissent. Surtout si ces gens te connaissent. Moi, je dis toujours, quand je mène mon combat, je suis tranquille. Parce que si on part dire à ma maman que Hervé a fait ci, il a fait ça, et puis il a eu des problèmes, elle va prier pour moi. Mais si on part lui dire qu'il a détourné de l'argent ou ceci, c'est là, je ne suis pas sûr qu'elle va vivre. Parce qu'elle ne nous a pas éduqués comme ça. Voilà qui est suffisamment clair donc, sur ce dossier. Au niveau du procès, peut-être avant de revenir sur l'actualité politique au Burkina Faso, dites-nous, est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce qu'il arrive des moments où vous dites ce n'est même plus la peine que d'aller écouter ces mêmes personnes avec les mêmes versions, les mêmes démentis, les mêmes accusations, on n'a pas fini? Nous, on a une mission. On a une mission d'être au procès, de défendre les intérêts de ceux que nous défendons. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui se dit, qui peut paraître banal, ainsi, franchement, ce n'est pas nous notre préoccupation. On peut se sentir inutile quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut entendre de l'accusé, par exemple. Non, mais nous pensons, honnêtement, je pense, quand je fais le bilan avec tous les avocats avec qui on travaille, aux côtés des parties civiles, on a chacun des clients, mais on fait bloc. Je pense que notre contribution à ce procès est quand même assez importante. C'est d'ailleurs pourquoi tous les jours, la défense s'en prend à la partie civile en disant vous aidez le parquet, en disant vous n'êtes pas dans votre rôle. On est vraiment dans une conception pour les juristes qui est assez moyenâgeuse du rôle de la partie civile. Oui, à un moment de l'histoire judiciaire, la partie civile ne participait pas à l'établissement de l'infraction. Elle croisait les bras, elle restait dans son coin. Elle observait. Le parquet poursuit. Si on condamne, elle vient maintenant se constituer partie civile pour demander des dommages intérêts. Mais aujourd'hui, le droit a évolué. Le droit a évolué de telle sorte que les victimes sont considérées comme partie prenante du procès. Et c'est ce rôle que nous jouons. Et pour ça, on est prêt à assumer tout, pourvu qu'au bout du compte, il y ait la vérité et la justice. Alors, est-ce que vous dites à un moment donné, ce procès ne va finalement pas donner le résultat escompté auprès de la population burkinabé, à la lumière de ce que vous entendez au quotidien? Non, moi je ne me dis pas ça. Pourquoi? Aujourd'hui, je pense que l'opinion peut quand même être sûre de quelque chose. Il y a certains éléments factuels de cette période-là qui sont sortis. On aurait peut-être dû mieux faire, peut-être en diffusant publiquement ces procès à travers les médias, entre autres. Ça, c'est le plus grand regret. Et aujourd'hui, j'ai dit, je profite d'ailleurs de votre émission, je l'ai dit, c'est une partie de l'histoire de notre pays qui est en train de se perdre. Aujourd'hui, un Burkinabé peut avoir accès aux documents du procès de Nuremberg. Mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans... Mais parlons du TPR à côté. Exactement. Sous la révolution de Thomas Sankara, les images sont là. Les images sont là. Oui. Et imaginez-vous que dans 20 ans, les jeunes Burkinabés qui seront là n'auront aucune mémoire de ce procès. Moi, j'ai dit, il n'est pas encore tard. On peut ne pas diffuser. Mais quand même, il faut enregistrer. Pour l'histoire, donc ce n'est pas enregistré. Non, ce n'est même pas enregistré. Et je pense que ce n'est pas tard. On va commencer bientôt une deuxième phase. Pour un souci d'équité, on n'a pas entendu les dépositions des 70 personnes qui sont passées. On ne va pas commencer avec Bassolé, qu'on laisse passer tout le monde. Mais dans la deuxième phase, il serait quand même intéressant qu'on puisse enregistrer. Au moins, on aura sauvé une partie de l'histoire de ce pays dans 20 ans, 50 ans, quand on va parler de ce coup d'État-là.
qu'on puisse avoir des documents. Si on parle aujourd'hui, comme vous l'avez dit, des TPR, on a des documents. On a la comparution du général voilà, Sangoulé. C'est important. Et je pense que nous, les Africains et les Burkinabés en particulier, on doit travailler sur la mémoire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que c'est comme si c'est l'eau qui coule, on ne peut pas avoir, ce n'est pas possible. Je ne sais pas c'est quel journaliste qui dit souvent qu'un peuple sans histoire... oui, on l'entend. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est un monde sans âme. Il ne faut pas que nous soyons comme ça. Alors, donc l'appel est lancé au tribunal militaire certainement, qui regarde cette émission, qui a appelé donc à enregistrer au moins le procès. Au moins, pour demain. Pour l'histoire de ce pays-là. Absolument. Alors, on évolue dans l'émission. Je voudrais qu'on parle du balai citoyen. Le 29 septembre, on se rappelle la grande manifestation organisée par la coalition contre la vie chère. Vous avez appelé à participer à cette manifestation. Systématiquement, vos détracteurs ont dit, faites attention, ce mouvement-là est avec le pouvoir en place. Ils viennent infiltrer notre manifestation. Quand vous avez vu de telles publications, vous vous êtes dit quoi? Nous, quand on voit ça, on est heureux. Heureux. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, quand ce sont les mêmes personnes qui vous disent il est à gauche, il est à droite, il est à gauche, il est à droite, c'est très bien, ça veut dire que vous êtes droit. C'est aussi simple que ça. Nous, aujourd'hui, notre action pour ce peuple-là, ce n'est ni pour quelqu'un, ce n'est ni contre quelqu'un. Nous essayons d'agir au moment M par rapport à ce que nous pensons être juste. En ce moment précis, sur la question précise, nous avons pensé que c'était juste d'appeler à la manifestation. Parce qu'on avait augmenté les prix des hydrocarbures, le coût de la vie était devenu plus cher. Attention, ce n'est pas... Chacun avait ses raisons. Pour nous, ce n'était pas simplement parce qu'on a augmenté le prix. Mais c'est une manifestation initiée par la coalition contre la vie chère. Absolument. Soyons clairs là-dessus. Absolument. C'est un appel que vous avez soutenu. Absolument. Oui. Lorsque nous avons appelé à participer à la manifestation. Donc, on savait pertinemment que c'était pour ça. Mais nous disons que pour nous, ce n'était pas uniquement parce qu'on a augmenté le prix. Si on augmente le prix des hydrocarbures pour des raisons justifiées, même si, quelle que soit la personne qui va appeler à manifester, on ne va pas le faire. C'est parce que nous, on a analysé la situation et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de problèmes par rapport à cette question des hydrocarbures et on a appelé à soutenir à la manifestation. Donc vous pensez que c'est justifié? Notre manifestation? Non, l'augmentation des prix des hydrocarbures. Non, si c'était justifié, on ne serait pas allé à la manifestation. Je veux dire, oui. Nous avons analysé la situation et nous avons estimé qu'il y avait des raisons de participer à la manifestation parce que nous n'étions pas convaincus par les raisons données par le gouvernement. Je vais vous dire une chose. Oui. Entre le jour où le prix a augmenté et aujourd'hui, le prix du baril a baissé. Donc vous réclamez une baisse des prix des hydrocarbures? Non, je vous dis que c'est un problème de gouvernance globale que la question pose. Parce que cette question de dire il faut ajuster par rapport au prix, personne n'est contre ça. Mais le jour même où au Burkina on faisait l'ajustement, le même jour en France le prix du carburant baissait. Donc c'est pas ça en fait le problème, voyez-vous. On se rappelle que le 20e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, le 13 décembre, des manifestations ont été organisées. Pourquoi le balai citoyen n'a pas appelé à participer à ces différentes manifestations? On a participé. Vous aurez pu faire un appel comme vous l'avez fait pour le 29. Mais non, c'est pas du tout. Non. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de manifestations qui ont été organisées et nous, les activités que nous organisons, les activités que d'autres organisations ont fait dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire faisaient partie d'un même paquet d'activités. Ceux qui sont venus à nos activités n'ont pas appelé à venir à notre activité, mais ils sont venus. Nous aussi, on est partis, on n'a pas appelé parce que ce sont des activités, à la limite, je dirais, quasi classiques. Pour une manifestation de Norbert Zongo, ça n'appartient d'ailleurs à personne. Ça n'appartient à personne. Donc, beaucoup de gens manifestent et c'est tout à fait normal. À ceux qui pensent que le balai citoyen finira par disparaître de sa belle mort parce que vous n'êtes plus comme avant, qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Ils n'ont qu'à attendre. Ils attendront bien longtemps. Ce que j'ai dit, que nous menons notre combat au gré de
Personne. Comme on dit, qui va au gré du vent a un destin de feuilles mortes. Nous, on ne va pas au gré du vent. On ne va pas au gré de quelqu'un. Nous, on regarde quel est notre engagement. Notre engagement, c'est une lutte pour une meilleure gouvernance au Burkina. Et de ce point de vue-là, nous menons beaucoup d'activités. Nous allons sur le terrain et nous travaillons aujourd'hui sur des activités exaltantes avec des jeunes, des femmes, leur apprendre à connaître les institutions. Parce que vous ne pouvez pas faire un rôle de veille si vous ne connaissez pas les institutions. Nous organisons aujourd'hui des cadres d'interpellation où des maires viennent s'expliquer devant leur population. Nous avons des activités où des maires qui, au début, parce qu'ils sont de l'ancien pouvoir, nous rejetaient, travaillent avec nous au profit de leur population. Pour nous, c'est ça qui est important. Maintenant, il y en a qui veulent mener leur combat à travers le balai citoyen par procuration. Non. Profiter du balai pour se faire voir, même on a l'impression. Non, utiliser le balai pour mener leur combat. Donc, s'ils veulent faire quelque chose, ils veulent que le balai soit là. Mais nous, on ne mène le combat de personne par procuration. Voilà qui est suffisamment clair. Dites-nous, est-ce que vous avez les nouvelles de Yacouba Isaac Zida aujourd'hui? Parce que beaucoup se disent, il était votre mentor, vous étiez avec lui sous la transition, entre autres. À supposer que je l'ai, je ne le dirai pas. Parce Pourquoi? que, non. Vous avez quoi à cacher à l'opinion? Non, je vais vous dire une chose. En fait, il y a des gens, les gens font une focalisation sur Yacouba Isaac Zida. Ah, mais il a joué quand même un rôle important dans ce pays. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir une focalisation d'abord. Pour moi, personnellement, d'abord, et pour le mouvement, Yacouba Isaac Zida a joué un rôle donné à une période donnée. Cette période-là, elle est passée. Ah, et les conséquences engendrées par la gestion de Yacouba Isaac Zida, il faut oublier tout ça? Mais non. Elle ne peut pas passer aussi facilement. Non. Que faites-vous de la redevabilité de sa gouvernance? Mais la redevabilité de la gouvernance, nous l'avons dit. Nous l'avons dit, et publiquement, nous avons dit, sous la gouvernance de la transition, que ce soit pour Yacouba ou tout la gouvernance de la transition en général. Pour nous, en tant que balai citoyen, c'est tolérance zéro. Si des gens ont fauté, qu'ils répondent. Mais, qu'on ne vienne pas nous demander, nous, de dire que des gens ont fauté si on n'a pas d'éléments. Lorsque on a parlé... Les décharges, vous les avez vues quand même? Lesquelles? Les décharges sur Yacouba Isaac Zida, des missions fictives qui ont été organisées quand il était Premier ministre et tout ça. C'est pas suffisamment grave? Vous avez vu des décharges sur combien de personnes? Voyez-vous, moi, j'ai dit, avant toute chose, nous, on discute. Au niveau du mouvement, on a quand même beaucoup de cadres. Et lorsque l'ASE fait ses rapports, il y a des manquements à la réglementation, il y a des infractions. Donc chacun fait son travail. Nous sommes une organisation de veille, de pression. Nous voulons la gouvernance. Nous voulons que chaque institution fasse son travail. Nous voulons que toute personne qui profite de l'administration soit sanctionnée. Mais à partir de ce moment-là, nous ne sommes pas dans la focalisation. On nous dit, mais Yacouba Isaac Zida, vous avez fait. Mais personne ne nous dit pourquoi on n'est pas sorti marcher pour que, par exemple, contre Blaise, contre ainsi, parce qu'ils ont fait des détournements. Il y en a beaucoup, mais parce qu'il y a une focalisation. Nous refusons la personnalisation du débat. C'est bien clair. Est-ce que vous avez, je vous repose la question, les nouvelles de Yacouba Isaac Zida? Pourquoi vous ne voulez pas en parler? Vous avez quoi à cacher finalement sur ce sujet-là? Absolument rien. Vous voyez, moi je suis au Burkina, Yacouba Isaac Zida est au Canada. Vous pouvez être en contact. Le monde est si évolué aujourd'hui. Franchement, je vais vous dire une chose. S'il y avait des affinités particulières avec nous, avec moi avant, qui fait que, genre, c'était un ami, c'était un proche, j'allais garder le contact, sincèrement. J'allais le faire. Depuis qu'il est parti, vous n'avez plus eu son contact, vous n'avez plus échangé. J'ai déjà eu à parler avec lui quand il est parti, avant que les problèmes ne viennent. Mais je vais dire, c'est pas un ami. Pourquoi il ne s'est jamais confié à vous depuis que les problèmes ont été soulevés? Sur quoi? Toutes les accusations formulées contre lui, contre la transition politique et tout. Puisqu'on n'a pas eu l'occasion de discuter, les problèmes ont été soulevés quand il n'était pas là. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il revienne rendre compte de tout ce qui lui est reproché aujourd'hui? Moi, j'ai dit, et je répète, il en va de Yacouba Isaac Zida comme tout le monde. Si il y a des faits contre un Burkinabé, où qu'il soit,
il appartient au Burkina Faso de faire en sorte que ces personnes-là répondent. Donc, pourquoi vous voulez que ce soit différent pour Yacouba Isaac Zida? Ça ne doit pas être différent. Si il y a des choses, il doit répondre. Comme François Compaoré est appelé à venir répondre. Comme d'autres personnes sur des faits infractionnels sont appelées à venir répondre. En fait, la seule chose, le seul élément dérangeant dans cette affaire, c'est que quand on pose la question, on présume que comme c'est Yacouba Isaac Zida, votre réponse peut être différente. Non. Nous disons aujourd'hui, et dans notre mouvement, il est clair. Si demain, comme Guy Hervé a des problèmes, le balai citoyen doit pouvoir avoir la même position à son égard qu'il peut l'avoir à l'égard d'autres citoyens. Voilà qui est suffisamment clair. Alors, pendant les événements de 2014, vous avez lutté avec beaucoup de personnes, parmi lesquelles Safiatou Lopez Zongo, qui se retrouve en prison aujourd'hui. Est-ce que cela vous anime un sentiment particulier? Est-ce que vous avez des remords pour cette dame-là aujourd'hui? Je ne sais pas s'il faut dire remords, mais voilà, on a été des camarades sur le terrain de la lutte à un certain moment. D'ailleurs, je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'aller la voir, mais j'irai la voir. Non, j'irai la voir. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller parce que... Vous allez profiter de cette émission pour lui marquer votre solidarité et tout ça? Il ne s'agit pas d'une solidarité ou quoi. Je la connais. Comme je connais beaucoup de gens, aujourd'hui, elle est dans des difficultés. Si j'ai l'occasion d'aller la voir, j'irai la voir. Est-ce que le balai peut la soutenir éventuellement en cas de besoin? Évidemment. Qu'est-ce que vous appelez soutien? Peut-être l'aider à avoir un avocat ou encore se défendre quand il le faudra éventuellement. Humainement, elle a toute l'amitié. Elle a mon amitié, elle a l'amitié du mouvement sur le plan humain. Nous ne sommes pas constitués dans le dossier, nous ne préjugeons de rien, mais sur le plan purement humain, elle a toute notre amitié, ça c'est clair. Alors on s'achemine vers la fin de cette émission. La crise à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, on en parle, des commissaires qui sont envoyés un peu partout, 300 millions de francs CFA. Vous pensez que c'est là où les populations burkinabées auraient dû accentuer le débat que de parler du balai citoyen? Que de parler d'ailleurs des 100 millions dont ils n'ont aucun... Ça fait de l'argent aussi. Non, je vous dis, voilà des 100 millions dont ils n'ont aucune preuve que ça a été donné à Medcam. Mais là, ils ont quand même la preuve que la CENI a dépassé plus de 300 millions pour des missions, excusez-moi le mot, inutiles, mais totalement inutiles. Parce que moi, je ne vois pas en quoi il est nécessaire de prendre autant de millions pour aller rencontrer quelques Burkinabés quelque part. Sur la question du vote des étrangers, j'ai dit... Des Burkinabés vivant à l'étranger, pas des étrangers. Vivant à l'étranger. Oui. J'ai dit, je suis pour, d'accord, mais les Burkinabés vivant à l'étranger ont eux aussi un devoir à l'égard de ce pays-là. Il n'est pas... Ils contribuent énormément, ils envoient des devises, ils apportent de l'argent, leur contribution n'est pas négligeable. Ils apportent de l'argent à quoi? Ils contribuent au développement de ce pays. C'est chiffré à plusieurs milliards de francs. C'est pas les investissements, on en parle, on n'a pas fini. Nous sommes à Ouagadougou, on investit, on envoie de l'argent à nos parents. Pour moi, le problème n'est pas là-bas. Même s'ils ne le font pas, le simple fait qu'ils sont burkinabés leur ouvre droit quand même au vote. Mais maintenant, est-ce que cela justifie qu'on prenne 300 millions pour rien? C'est un problème. Et en plus, je pense aussi qu'il faut se dire une chose. Le vote des Burkinabés de l'étranger est comme le vote des étrangers en général. C'est quelque chose de bien, de constitutionnel, de légal, mais ça n'a jamais été quelque chose de décisif. Pour la simple et bonne raison que toutes les statistiques vous montrent que même dans les pays où c'est pratiqué, le taux de participation est infiniment faible. Donc les politiciens prêchent dans le désert, ils ont raté leur cible de combat apparemment. Parce Moi, que l'opposition comme la majorité, c'était chaud. J'ai toujours dit, oui, et ma position sur cette affaire, elle est claire. C'est que sous le vocable de vote des Burkinabés de l'étranger, oui, ce qui intéresse les politiciens, majorité comme opposition, c'est le vote des Burkinabés de la Côte d'Ivoire. 1, parce qu'ils sont nombreux. 2, parce que l'opposition pense que s'ils votent, ça sera pour eux. La majorité pense peut-être que s'ils votent, ça sera pour l'opposition. Et c'est sur ce débat-là qu'on se trouve qui pollue tout le débat. Je pense que sur cette question, il faut un débat sain.
Le débat sain, c'est quoi? C'est déjà de savoir qui va voter au titre de Burkinabé de l'étranger. C'est qui le Burkinabé de l'étranger? Voici une question. Est-ce que vous savez, par exemple, que nos compatriotes qui sont au Ghana ne sont pas intéressés par ça? Parce qu'ils considèrent qu'ils sont intégrés au Ghana et que s'ils votent ici, ça veut dire qu'une sorte de renonciation, n'est-ce pas? Donc, ça ne les intéresse pas. Donc le débat, il doit être posé. Selon vous? Non, c'est un débat purement politicien. Est-ce que, en quelques secondes, dites-moi, la crise à la CENI vous inquiète pour 2020? Elle m'inquiète énormément et je vais vous expliquer. On n'a pas trop de temps. Hein. Oui, mais lorsque moi je vois, par exemple, dans la presse, où on dit communiquer ou quoi des commissaires de l'opposition, mais je tremble. Je tremble. Parce que moi je considère que quand on est à la CENI, on n'est plus ni pour l'opposition, ni pour la majorité. D'ailleurs, cela me fait penser qu'il faut une réforme pour faire en sorte que, bien entendu, l'opposition continuera à désigner 5, la majorité continuera à désigner 5, mais que ce ne soit plus des partisans, qu'on désigne des gens non partisans. Mon inquiétude est fondée sur quoi? Vous voyez, après l'insurrection, la CENI est restée. Dans cette CENI, il y avait des représentants de l'ancienne majorité. La loi électorale d'avril 2015 a exclu des gens de cette majorité-là. Imaginez que ces membres-là disent qu'ils n'appliquent pas cette loi-là parce que ça écarte leurs camarades. Qu'est-ce qu'on aurait vivre? On serait en crise. On serait en crise. Oui, bien sûr. Donc, je pense que la crise au niveau de la CENI, au-delà des aspects spectaculaires qu'on a vus, pose un problème profond de responsabilité, n'est-ce pas, des membres de la CENI. Avons-nous le temps de réformer la CENI aujourd'hui, avant 2020? Je pense qu'avant 2020, ça va être compliqué parce que du point de vue de la désignation, mais quand même, on peut en appeler à la responsabilité de toutes ces personnes-là pour dire que ce qui doit importer, en réalité, c'est le Burkina et le peuple burkinabé. Ce n'est pas les chapelles politiques. Voilà qui est clair. Je vous pose une ultime question avant de clore cette émission. Rochma Christian Kaborit est-il l'homme de la situation 3 ans après sa prise de pouvoir pour le Burkina? On se rend compte que c'est quand même le capitaine du navire. Est-il l'homme de la situation? C'est le capitaine du navire et le navire a des problèmes. Donc s'il y a une seule personne à qui on doit demander des comptes, c'est quand même lui. Est-il l'homme de la situation, oui ou non? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? En oui ou en non? Ce n'est pas des questions qui peuvent être répondues par oui et par non, malheureusement. Ça ressemble à une fuite en avant, mais ben, enfin, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, Maître Hervé Kam. Je vous remercie. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Maître Hervé Kam, porte-parole du mouvement Le Balai Citoyen, avocat de la partie civile pour le coup d'État de septembre 2015. Merci à vous d'être venus. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.